Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la séance numéro 4 de l'atelier de microscopie offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le traitement d'images. L'équipe toujours derrière ce projet, c'est Aurélie Cléré-Buot, responsable de la plateforme d'imagerie du Centre de recherche du CHUM, Emmanuel Bergeon, André Levesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, le traitement d'image, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plusieurs étapes. Il y a pas un seul traitement d'image, il y a plusieurs étapes dans le traitement d'image. Et à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Ça peut améliorer l'apparence d'une image. Ça peut être utilisé pour mettre en évidence certains détails qui sont présents dans l'image. Et aussi, ça peut permettre de faciliter l'analyse. On verra dans les analyses quantitatives dans la séance prochaine. Euh, Elle se fait en fait en trois étapes. Le traitement d'image, il y a une première partie qui s'appelle le pré-traitement, une deuxième partie qui s'appelle la segmentation et qui consiste en fait à définir des régions d'intérêt dans l'image. Et la troisième partie, c'est l'extraction des données. On va recueillir des valeurs numériques de la partie qui a été faite précédemment. Donc, le traitement d'image, c'est une grosse partie qui peut prendre beaucoup de temps dans les analyses. Ça se fait après l'acquisition et juste avant l'analyse des données. Alors, on va parler du pré-traitement. Il y a plusieurs formes de pré-traitement. Et la première, c'est les corrections de valeurs d'intensité. Ensuite, il y a les transformations géométriques. Il y a aussi des filtres. Et enfin, je vais parler un petit peu de la transformation de Fourier qui a été créée par Jean-Baptiste Joseph Fourier et qui est très utile en microscopie, euh, ou très utilisé en microscopie, même si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez. J'ai voulu que cet atelier-là soit un peu plus interactif, donc j'ai mis les liens en fait pour télécharger directement les logiciels Imager et Fiji. Je les ai mis dans les dossiers partagés. Vous pouvez faire les mêmes manipulations que moi en même temps sur mon ordinateur et voir si ça fonctionne. Et puis aussi utiliser vos propres données pour voir si ça peut être intéressant là-dedans. Vous pouvez aussi m'envoyer certains jeux de données. Donc contactez-moi par email à microscopie@cib.umontréal.ca. Vous m'envoyez un jeu de données, puis on peut regarder ensemble et les analyser. Ici, ce que je voulais montrer, c'était la correction d'illumination. Donc, on va aller ouvrir un fichier qui s'appelle Colony, puis on va l'encoder avec un lookup table qui met de la couleur sur les intensités et on va voir qu'il y a un gradient. Il y a un gradient avec des intensités plus fortes en bas à droite et moins fortes en haut à gauche. Et on va voir comment résoudre ce problème. Donc, on va aller sur Imager. Est-ce que vous voyez mon Imager? Excellent. Donc, je vais ouvrir, je vais faire File, Open Samples, et puis là, je vais aller sur Cell Colony. Et la première chose que je vais faire, c'est dupliquer cette image, parce qu'on veut toujours garder l'image originale, puis ensuite avoir l'image sur laquelle on travaille. Donc, on va faire Image, Duplicate, et vous voyez qu'il y a un raccourci, Command, Shift et D pour dupliquer une image. On peut lui donner un nom, par exemple Processing. Donc, on va avoir la même image sur laquelle on va travailler et on va pouvoir comparer les deux. Donc, on va mettre cette image, on va utiliser un lookup table 16 couleurs. On va voir le gradient. Et on va le faire la même chose sur la première image. Comme ça, on va pouvoir comparer. Puis sur celle-là, on va essayer d'enlever en fait ce gradient d'intensité parce que c'est un biais du microscope et ça représente pas les vraies valeurs pour chaque colonie. Il y a des colonies qui vont paraître plus claires en bas à droite qu'en haut à gauche. Donc on va normaliser tout ça. Et pour normaliser tout ça, on va aller dans le process subtract background. Et ça, c'est une fonction qui va modifier cette image. Et en cliquant sur Preview, on va pouvoir voir le résultat du background soustrait. Si on veut voir quel est le background qui a été créé, on a juste à cliquer Create Background. Et en jouant avec les valeurs du Rolling Ball Radius, on va pouvoir changer en fait la création de ce background. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une valeur de 22, mais je pourrais mettre une valeur de 10 pour être un peu plus proche de la réalité. Je pourrais aussi utiliser une sliding parabole pour euh, changer la façon dont le background est généré. Ou je pourrais aussi enlever le smoothing pour avoir des choses qui sont plus proches du réel.
Euh, une fois que je suis content avec le résultat, que j'estime que ce résultat il ressemble à mon gradient dans mon image initiale, je vais cliquer OK. Donc maintenant, on a un background, puis on a notre image originale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire l'un par l'autre. Et pour ça, je vais aller dans Process, Image Calculator, et je vais lui dire que mon cell colony, je vais soustraire le processing. Puis je vais cliquer Create New Window et aussi 32 bits Results. Si je clique OK, je vais avoir cette image qui est normalisée, où mes intensités ont été modifiées pour prendre en compte l'illumination qui n'était pas homogène dans mon image. Ça me donne une image homogène au final, où les valeurs d'intensité sont un peu plus proches de la réalité. Donc voilà comment corriger le biais d'illumination sur une image. Je vais retourner à la présentation. Donc ça, vous aurez ça disponible dans le document PDF qui est partagé. Vous allez pouvoir suivre les étapes pour effectuer cette correction d'illumination. Donc quel est le résultat? Ben, au final, on a une image où l'illumination est homogène, le background est homogène, le fond est homogène et les valeurs d'intensité sont corrigées. Il est possible d'effectuer cette manipulation en une seule étape. Donc si je retourne dans mon image ici et que je fais Process Subtract Background, Preview. À la place de cliquer Create Background, on va l'enlever et puis il va directement me faire la modification sur l'image actuelle. Donc on peut visualiser quelles sont les différences si je change le ball radius, le rolling ball radius. Et en cliquant OK, je vais valider la modification. Question. Oui. Et qui dit, est-ce que le substrate background correspond à un flux gaussien? Non. Peut-être Alors la question de Kevin Poirot, j'imagine? C'est toujours le même, qui a des très bonnes questions. Tu peux la poser aussi avec ton micro si tu veux intervenir. La question c'est, est-ce que le substrate background, ça utilise un flou gaussien? La réponse est non. On va le voir tout à l'heure. On va utiliser un flou gaussien justement pour enlever du background. Et c'est pas tout à fait les mêmes résultats que le substrate background qui utilise en fait un algorithme différent qui s'appelle le rolling ball qui applique un flou gaussien, mais uniquement sur une régionalité de l'image et qui va déplacer ce flou progressivement sur l'image. Donc, des choses un petit peu différentes. Donc, pour continuer, s'il n'y a pas d'autres questions, la correction du bruit de fond. Donc ça, c'est un autre problème qui existe en bright field, mais aussi en lumière en fluorescence. Si on prend cette image ici, que vous voyez sur la droite, quel est le problème? On a nos cellules qui sont affichées, puis on voit qu'il y a des points aussi, en fait, qui correspondent à de la poussière sur la caméra. Si on prend une photo, la même photo, mais sans les cellules, sans échantillon, on voit en fait qu'on a de la poussière un peu partout. Puis on voit aussi qu'il y a un gradient d'illumination. Donc j'ai créé deux fichiers, un qui s'appelle DIC Cells Background, puis un qui s'appelle DIC Cells Pointif. Et on va utiliser ces deux cellules pour corriger en fait l'image actuelle. Donc, comment on va faire ça? En fait, on va utiliser le logiciel qui s'appelle Fiji pour normaliser les intensités en utilisant le plugin qui s'appelle Calculator Plus. Donc, on va faire cette opération. Je vais retourner ici et je vais ouvrir Fiji. Et je vais lier atelier de microscopie, séance 4, data, et là, on est à DAC7. Et que je vais ouvrir mes cellules. Donc, ça, c'est mon fichier de cellules avec le background. Ici, c'est mon fichier background qui est ici. Et donc, ce que j'aimerais, ce serait de soustraire de l'un par l'autre. Mais si je fais ça, en fait, j'ai des valeurs d'intensité ici de 7000, puis ici aussi de 7000. Je vais avoir des valeurs de zéro. Et ça, on veut pas l'avoir. Donc, il y a une façon un peu plus intéressante en fait, de normaliser les intensités, d'enlever le fond. C'est de diviser par
pixel par pixel, diviser la valeur d'un pixel par la valeur de pixel de fond et de multiplier par la moyenne de l'image, la moyenne d'intensité de l'image. Donc, je vais mesurer la moyenne d'intensité. Donc, pour cela, je fais une sélection sur mon image en entier. Je vais faire mesure et vous voyez que la moyenne d'intensité est de 7800. OK? Donc, je vais retenir ça. Puis là, je vais aller dans Process, Calculator Plus, et je vais dire que ma première image, c'est DIA Systems, ma deuxième image, c'est le background. Et ce que j'aimerais, ce serait diviser l'un par l'autre et multiplier par, c'était 7800, et create a new window. Ouf. Donc, si je fais ça, maintenant, j'ai une nouvelle image. Cette image, par rapport à l'image initiale, n'a plus de bruit de fond, n'a plus la poussière qu'on a indiquée, puis on voit que l'intensité est normalisée. On n'a plus un gradient d'en haut à gauche en bas à droite. Pour le visualiser peut-être un peu mieux, on va utiliser notre coloring ramp et vous voyez, ça a été normalisé. Donc, une façon très facile de corriger ces images, puis de les rendre plus jolies. Puis, c'est des modifications qui sont tout à fait acceptables pour des publications scientifiques. Tant et si bien qu'il faut les reporter. Il faut informer lorsque vous publiez. Et on verra ça dans la dernière séance quand on va parler de tout ce qui est éthique en recherche. Donc, quel est le résultat? Ben, le résultat, c'est d'avoir une belle image sans la poussière que l'on a qu'on visualisait précédemment, puis sans le gradient. Question de classe. Pourquoi vous avez multiplié par 7800? Alors, au mieux de la question, c'est pourquoi multiplier par la moyenne des intensités? En fait, si on multiplie pas par la moyenne, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des valeurs de zéro. On va faire le test. On va faire process, calculator, image calculator, et on va dire que on va diviser la première image par le background. Et si je fais OK, je vais avoir ça. Donc, on a des valeurs de zéro et de un peu partout. Pardon? Ah oui. Lookup table, gray. Et donc, on n'aura pas normalisé, on n'aura pas la moyenne des intensités sera entre zéro et un parce qu'on a divisé par quasiment les mêmes valeurs. Donc, pour restaurer en fait la luminosité de l'image, on va multiplier par la valeur de moyenne de l'image pour restaurer en fait la, la luminosité. Ensuite, dans la vraie vie, on a des images comme ça avec de la poussière, mais on a aussi des vidéos. Puis là, je vais vous montrer une vidéo en fait que j'ai prise sur un microscope et c'est vraiment un cas réel d'expérience où on a en fait un time-lapse, une vidéo séquentielle et on va regarder les problèmes sur cette vidéo-là. Donc, je vais retourner dans mon Fiji, je vais fermer toutes les fenêtres dont je n'ai pas l'utilité. Puis là, je vais ouvrir ce qu'on appelle Dividing Cell. Donc j'ouvre la fenêtre originale et tout de suite ce que je vois c'est que il y a une tache ici. Cette tache elle provient en fait de la buée. C'était des cellules en culture et il y a de la buée sur la boîte de pétri et ça fait une ombre que je peux pas euh, enlever et je peux pas prendre non plus d'image pour la soustraire. Ensuite je peux jouer la vidéo. Vous voyez la cellule qui avance, qui avance, qui avance, qui va se diviser. Et je sais pas si vous voyez, mais à des moments, l'écran devient un peu plus noir parce que, en fait, la lumière transmise qui est utilisée n'est pas très stable et donc ça donne des images moins exposées que des autres. Et ça, quand on veut publier un article scientifique, c'est un peu dommageable parce que ça nous fait perdre l'intérêt sur le sujet principal qui est la division de ces deux cellules ici. Donc j'aimerais bien normaliser ça et j'aimerais bien corriger tout ça. Alors comment on va faire? C'est indiquer. Je voulais vous montrer ça aussi. On peut plotter aussi l'intensité moyenne de l'image au cours du temps. Et donc le temps, c'est sur les abscisses. Et les ordonnées, c'est l'intensité lumineuse. Et vous voyez qu'à certains moments, bah, il y a des pics vers le bas
où l'intensité est moins grande que la moyenne. Et ça veut dire que bah, l'illumination est pas bonne ou que il y a des problèmes d'ombre sur l'image. Donc voilà là, pour jouer la vidéo. Ça, c'est la vidéo originale. Donc on voit que ça clignote à l'écran parce qu'il y a des variations d'intensité. On voit qu'il y a cette tache ici en plein milieu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas l'image de soustraction, l'image du fond. Donc on va la créer. On va dupliquer le stack en entier. On va appliquer un flou gaussien. Puis après, on va utiliser le calculateur plus pour corriger l'intensité et multiplier par l'intensité moyenne. Donc on va faire tout ça. Donc j'ai mon stack original. Je vais le dupliquer et je vais l'appeler background. Donc là, j'ai deux stacks identiques avec des noms différents. Ce que je veux faire, c'est appliquer un flou gaussien. Donc on va le voir dans les filtres tout à l'heure. On va appliquer un flou gaussien, puis on va faire une preview. Et vous voyez que je vais devoir augmenter la valeur de mon sigma pour, euh, pour pouvoir enlever les cellules qui sont apparentes ici. Donc je vais peut-être utiliser une valeur de 20 ou voilà, de 11. Ça me semble plutôt correct. Je vais cliquer OK et je vais propager ça à l'ensemble des images. Parfait. Donc j'ai mon background, j'ai mon image originale et maintenant je vais faire Process, Calculator plus et je vais diviser l'original par le background et je vais multiplier cette fois-ci par 40 000 ou 44 000 à peu près, pour restaurer la luminosité. Et si je fais ça, je devrais avoir une image qui est un peu améliorée sans l'être complètement, mais qui n'a plus de variation d'intensité au cours du temps. Donc j'ai essayé d'enlever cette tâche, mais elle n'est pas complètement partie. Mais surtout, j'ai normalisé mes intensités. Donc là, maintenant, j'ai une vidéo qui est parfaite pour présenter. Donc, si vous voulez voir la vidéo, ici, j'ai peut-être utilisé des valeurs différentes, fait que la tâche est partie, euh, en tout cas, elle est moins visible. Puis après, la vidéo est corrigée. Oups, on va arrêter de la jouer. Dans le meilleur des cas, en fait, il est possible de faire ces corrections d'intensité a priori, avant de faire l'acquisition de ces images. Puis ici, j'ai pris un exemple où on fait du tiling. On va prendre plusieurs images côte à côte et les coller les unes ensemble par un processus qui s'appelle le stitching ou l'agrafage en français. Et si on fait pas de correction d'intensité, correction de fond, shading correction en anglais, on va avoir ces marques ici. Donc on voit que l'image est un peu plus foncée en haut, plus claire au milieu et plus foncée en bas. Et on va avoir ces marques-là. Si on fait le shading correction a priori, c'est-à-dire qu'on va corriger c'est sur la caméra qu'on va corriger ça, on va avoir une image tout à fait claire et sans background. Donc on peut le faire a posteriori, mais c'est toujours mieux de le faire avant l'acquisition. Est-ce que c'est une option euh, disponible dans le logiciel? Oui, la plupart du temps, cette option est disponible dans le logiciel. Des fois, elle est un peu cachée et il faut demander plutôt à votre gestionnaire de plateforme ou gestionnaire de microscopie d'effectuer cette chose-là. Mais dans tous les cas, moi, ce que je recommande, c'est de prendre une photo sans l'échantillon pour avoir justement ce biais de la caméra. Comme ça, vous êtes capable de le corriger a posteriori au cas où. C'est toujours bon donc de prendre une photo sans échantillon. Euh, ou sinon, utiliser les paramètres d'acquisition dans le logiciel d'acquisition pour corriger ça a priori. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez à votre gestionnaire de plateforme. Il vous montrera comment faire du shading correction sur votre microscope. Ça donne des très, très bons résultats. Il faut savoir qu'en fluorescence, c'est un peu plus pernicieux ou vicieux comme problème parce que en fluorescence, on a un fond noir, donc on va pas voir les défauts d'illumination automatiquement. Euh, pour apprécier ces défauts d'illumination, il faut utiliser une slide qui est fluorescente de façon homogène et on va imager cette slide de façon, on va prendre une photo avec cette slide fluorescente et ça va nous donner notre image de référence pour le background. Donc pour la fluorescence, c'est un petit peu différent.
Donc, le pré-traitement d'image et les corrections d'intensité sont utiles pour quoi? Pour homogénéiser mes images, on l'a vu, pour normaliser des intensités, pour corriger des problèmes d'illumination, mais aussi pour enlever des artefacts comme des poussières. Ici, encore un exemple de stitching qui a été fait sans shading correction, et on voit l'endroit où les deux images ont été collées. Donc, ça, c'est les différents types de correction d'intensité qu'on a vus aujourd'hui. Ensuite, dans le pré-traitement, il y a aussi les transformations géométriques. Alors, ça, c'est utile si on veut orienter une image ou stabiliser une vidéo. On va venir déplacer physiquement une image en X, Y ou en Z. On va pouvoir l'agrandir ou la réduire ou faire des processus de rotation, de translation de l'image. Un des procédés qui est très utilisé dans les transformations géométriques, c'est le processus de registration ou enregistrement ou registration, et aussi le processus de tuile et agrafage, ou tiling and stitching. Si vous avez, connaissez la version, en traduction française pour ce genre d'expression, n'hésitez pas. Mosaïque pour le tiling et le stitching, l'agrafage. Les transformations affines sont des transformations qui sont non linéaires et qui incluent une déformation. Par exemple, si on voudrait rentrer ce rectangle dans un triangle, on va venir modifier la position des pixels et l'intensité des pixels de façon non linéaire. Donc ça, c'est d'autres types de transformations qu'on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Un exemple de registration, ici on a une image en couleur qui a été prise par Google Maps, probablement. Puis on va dire que dans une version passée, on avait la même image, mais en version noir et blanc. Mais bien sûr, quand l'avion est passé pour prendre ces images-là, il n'était pas tout à fait au même endroit, il n'a pas pris tout à fait la même image. Mais on peut utiliser les caractéristiques qui sont visibles dans l'image pour superposer l'une sur l'autre. Par exemple, on peut prendre cette intersection qui n'a pas changé, on peut prendre cette intersection ici ou ce bâtiment ici. Et si on définit ces points de repère sur l'image, on définit les mêmes points de repère sur cette image-là, on va pouvoir modifier une image pour qu'elle vienne se superposer à l'autre image. Et ça, c'est le processus de registration. C'est très utile. Le recalage. Merci pour cette précision. Donc, on fait du recalage d'images une fois que plusieurs positions ont été enregistrées. Ça, c'est très utile et ça, c'est une image que Emmanuel Bajon a prise pas plus tard qu'hier au microscope. C'est très utile quand on fait de la mosaïque. Donc, quand on fait de la mosaïque, on décide de prendre une image au centre, puis en fait de décaler le microscope, de décaler l'échantillon par rapport au microscope, de prendre une autre image, une autre image, une autre image, et ainsi de suite. Et ici, c'est un exemple de 5 images par 5 images, donc 25 images au total. On peut voir déjà que sans shading correction, ben, ça nous pose des problèmes. On voit la jointure entre les images. Avec le shading correction, ça s'améliore. Mais pour faire ce jointage d'images, le logiciel va utiliser en fait des caractéristiques de l'image ici et des caractéristiques de l'autre image pour les jointer, les superposer de façon adéquate. Parce que le microscope n'est pas parfait quand il bouge en X et en Y, un, un- il est nécessaire en fait de chercher des caractéristiques d'une portion de l'image et de les faire chevaucher par la portion de l'autre image. Ça, c'est le principe de la mosaïque qui est très utilisé et du tiling, comment on a appelé ça? La mosaïque et le recalage. Le recalage. Voilà. Ensuite, dans le pré-traitement, je voulais parler des filtres. Les filtres sont des processus mathématiques qui vont venir modifier les valeurs d'intensité d'une façon ou d'une autre. C'est utile pour supprimer du bruit de fond, pour trouver des contours d'objets et encore bien plus de choses. En fait, il y a nombreux filtres qui sont disponibles dans Imager et Fiji. Et pour vous montrer ça, j'ai créé un petit script qui va en fait tester toutes les filtres qui sont disponibles. Donc, le petit script est assez simple, c'est toujours la même chose. En fait, ça duplique une image, puis ça fait ça ajoute le filtre par-dessus. Donc, je vais copier ce texte
Puis je vais vous le mettre dans le chat, si je trouve le chat. Pour ceux qui veulent, c'est un petit script qui se joue dans Imager ou dans Fiji. Ah, le script dépasse le nombre de caractères maximal. Fait que je vais en enlever quelques-uns. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça marche surtout. Donc, dans Imager ou dans Fiji, on peut ouvrir ce script-là, qui est une démonstration en fait des capacités de programmation du logiciel, mais aussi des fils qui sont disponibles. Donc, ce script va ouvrir l'image qui s'appelle blobs, puis appliquer tous les filtres disponibles. Donc, je vais faire ça. Donc, il crée tous les filtres et il y a une erreur parce que ah, voilà, petite modification. Et normalement, ça devrait nous créer. hmm, Bah, chez vous, ça a marché, parfait. Bon, encore un mystère de la technologie. On va fermer ça et puis on va recommencer. Je pense que j'avais trop d'images ouvertes, peut-être. Donc, on commence avec notre imager. Peut-être les ouvrir dans imager. Bon, bon, il veut pas, il veut pas. Bon, je vais juste image qui stack. OK. Image, make a montage. Stack. On le fait à la main. Et si je fais ça, normalement, il me met chaque filtre. Donc ça, c'est un filtre qui s'appelle gaussien. Ça, c'est un filtre médian. Ça, c'est un filtre maximum, et etc., etc. Puis vous voyez que certains filtres permettent de définir les contours d'une image, euh, mieux les définir. D'autres, ici, augmentent la différence de contraste. Ça, c'est le filtre qui s'appelle Unsharp, que j'aime particulièrement. Donc voilà un exemple de filtre et un exemple de programmation. Ça devrait marcher normalement avec n'importe quelle image. Donc si par exemple j'ouvre une autre image comme colonie et que je fais run, bon, je sais pas pourquoi il veut pas. Est-ce que c'est pas parce que tu as justement encore. Ouais, mais c'est toujours la même chose, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah, d'accord, c'est cette ligne-là, c'est 42 qui pose problème. Voilà. Je fermais l'image et donc il cherchait l'image à fermer. Bon, non, il y a pas de rapport avec ça normalement. En tout cas, euh, ça je peux le fermer. C'était un exemple de filtre. Donc les filtres sont très utiles pour décomposer une image ou pour changer en fait l'apparence d'une image pour faciliter les expériences qu'on veut faire par-dessus, par-dessus par la suite. Et une autre chose que j'aimerais vous présenter rapidement, c'est la transformation de Fourier. En fait, la transformation de Fourier décompose une image en ses composantes de fréquence. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mieux, c'est que je vous montre ce que c'est une fréquence. Si je prends cette image-là, et puis si je trace une ligne, et que je plotte l'intensité de la ligne, on voit qu'il y a des pics qui descendent, et on peut
programmer où on peut assimiler ces fréquences à des sinusoïdes dont la fréquence, l'amplitude et la longueur d'onde, ou la longueur, pardon, sont spécifiques. Dans la transformation de Fourier, on va prendre chacune de ces valeurs et on va les plotter dans un, un espace de fréquence. Donc, si je prends celle colonie, par exemple, et que je fais process FFT, il va me montrer la transformation de Fourier. Donc, ici, on a cette image dans l'espace de Fourier, donc qui code les fréquences de l'image. Donc, si on trace une ligne maintenant ici, on voit que les fréquences sont pas les mêmes selon où on place la ligne. Il y a les hautes fréquences, les basses fréquences, et puis c'est un peu compliqué à apprécier. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut sélectionner un petit morceau de l'image, effacer ce qui est à l'extérieur. Donc on enlève certaines fréquences de l'image, et après on peut faire un FFT inverse. Et donc on va avoir un filtre qui a été créé sur cette image. On a enlevé les hautes fréquences, il nous reste les basses fréquences, les endroits où la lumière change pas trop. Donc ça nous obtient une image qui est un peu floue. Ça, c'est un exemple en fait de comment les ordinateurs utilisent la transformation de Fourier pour appliquer des filtres. C'est beaucoup plus simple de transformer en Fourier, de faire une modification sur l'image et de retransformer dans l'autre sens que de transformer l'image point par point sur l'image initiale. J'imagine que ce genre de présentation-là, ça va générer quelques questions. Mais ce que vous pouvez faire, c'est me les poser. Ou si je connais la réponse, je vous y répondrai. Puis après, vous pouvez jouer avec ces transformations de Fourier et modifier ou créer vos propres filtres en modifiant l'image en transformation de Fourier. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est pré-traitement d'image parce que c'est infini, puis surtout ça dépend vraiment du type d'image que vous avez. Donc j'ai présenté quelques méthodes de traitement, de pré-traitement de l'image. Maintenant, je vais passer un peu au nerf de la guerre qui s'appelle la segmentation. La segmentation, qu'est-ce que c'est? Ça permet de régionaliser en fait une image, de définir des régions d'intérêt ou ROI sur l'image. Il y a deux types de segmentation. En fait, maintenant, il y en a trois. Les premiers sont basés sur l'intensité ou le thresholding. Le deuxième, c'est basé sur un grand nombre de variables et ça s'appelle la classification de pixels et c'est basé sur du machine learning. Il y a aussi des méthodes d'apprentissage profond et on va faire quelques exemples là-dessus aujourd'hui. Euh, donc, la segmentation basée sur l'intensité. Vous vous rappelez l'image qu'on avait parlé, qu'André a présenté, cette histogramme des pixels avec les pixels de forte intensité sur la droite, les pixels de basse intensité sur la gauche et le nombre de pixels en vertical. On voit qu'il y a ici il y a un tout petit pic qui montre les pixels plus lumineux. Donc, on va définir une valeur seuil dans le thresholding ou la segmentation basée sur l'intensité. Et on va dire que tous les pixels qui sont plus haut que ce seuil sont conservés et tous les pixels qui sont plus bas que ce seuil sont éliminés. Ça, c'est le principe du thresholding. C'est très simple à utiliser, mais le problème, c'est que ça marche pas sur des images qui sont un peu, qui ont une luminosité un peu variable. Donc, ça nécessite une image homogène et aussi un bon contraste, une différence d'intensité entre les pixels lumineux et les pixels sombres. Donc voilà à quoi ça ressemble sur un graphe. On va prendre l'exemple de cette image ici, d'API 1. On va l'ouvrir avec Fiji, puis on va ajuster le thresholding pour identifier les cellules. Donc la démonstration se fait ici. Je vais fermer tout ça. Je pense qu'il y a un raccourci pour fermer toutes les... Merci. Et on va commencer avec le thresholding sur cette image qui s'appelle DAPI 1. Donc, on a cette image d'API 1 avec différents niveaux d'intensité. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la fenêtre qui s'appelle thresholding en image adjust threshold ou le raccourci commande majuscule T. On va lui indiquer que c'est bien un fond sombre
Et surtout, on va changer cette valeur d'intensité. Donc ici, je vais garder que les pixels qui sont les plus brillants, puis je vais diminuer ma valeur en acceptant des pixels qui sont de plus en plus sombres jusqu'à définir une valeur seuil qui va prendre en compte tous les pixels. Vous voyez que si je descends, ben là, les pixels noirs sont inclus, chose que je ne veux pas. Donc une valeur seuil qui est intéressante, c'est à peu près 15 ici. Ça me semble raisonnable. Et, euh, et donc ça, c'est fait à la main, à l'œil. L'œil est très bon en fait pour s'apercevoir des détails. Le problème de l'œil, c'est qu'il n'est pas reproductible entre deux personnes. Donc, ce qu'il y a de bien aussi dans le logiciel Imager ou Fiji, c'est qu'il y a des algorithmes en fait de thresholding qui sont basés sur l'histogramme et qui vont définir la valeur seuil en fonction de l'histogramme. Donc ça, c'est non biaisé, ça va être appliqué de la même façon à toutes les images. Donc c'est pas la valeur 29 qui va être appliquée, mais ça va être l'algorithme Huang en l'occurrence. Il y a d'autres algorithmes comme Otsu qui est beaucoup plus strict, qui va prendre des pixels beaucoup plus clairs. Ou il y a le Shangbag qui va prendre des pixels un peu plus sombres. Donc, des différences ici d'algorithmes. C'est toujours mieux d'utiliser un algorithme que d'utiliser une valeur à l'œil, mais des fois, l'algorithme ne répond pas forcément aux besoins pour la segmentation, euh, vous pouvez le faire à l'œil des fois. Tentez si bien que vous notez la valeur qui est indiquée ici. Ici, je trouve que l'algorithme triangle fonctionne plutôt bien. Il est proche de la valeur que j'avais définie avec mes yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer Apply. Et, euh, et ce que maintenant le logiciel a fait, c'est il a défini, en fait, il a converti l'image qui était en niveau de gris en image noir et blanc, avec seulement deux valeurs, 0 pour les valeurs qui sont rejetées et 1 ou 255 pour les valeurs qui sont acceptées. Vous voyez ici que le lookup table est inversé. Donc, je vais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais inverser le lookup table. Donc, les cellules qui étaient brillantes sont en valeur de 255 et le fond qui était noir, il a une valeur de 0. Donc, on a segmenté l'image en créant deux parties, ceux qui ont une valeur 0 et ceux qui ont une valeur 255. On va retourner à la présentation. Ça, c'est le processus de segmentation. Que l'on peut voir ici. Donc, ajuster avec un dark background, puis utiliser un algorithme. Ici, j'ai utilisé l'algorithme Mean, mais le triangle fonctionne bien aussi. Puis cliquer sur Apply pour avoir une image binaire. Ensuite, il y a des fonctions mathématiques qu'on peut appliquer à notre image pour améliorer le rendu. La première s'appelle Process Binary Open. Et si vous faites ça, en fait, ça va réduire les pixels, ça va réduire d'un pixel tous les objets qu'on voit sur l'image, puis ça va les regrossir d'un pixel. Et si on fait ça, en fait, on va perdre tous les pixels qui sont seuls. Les pixels qui sont seuls ou les pixels qui font deux par deux vont être réduits. Et puis après, ils vont être regrossis. Donc on voit que on va avoir des contours qui vont être beaucoup plus lissés. Donc ça, c'est un processus qui s'appelle Open. Ensuite, on peut utiliser un autre processus qui s'appelle Process Binary Watershed. Et le watershed va en fait séparer des cellules qui sont adjacentes par un processus qui fonctionne comme si on remplissait d'eau l'image et que l'eau allait passer sur les côtés. Donc, le watershed peut séparer certaines cellules qui sont accolées, mais c'est pas parfait. Ça marche pas pour toutes les cellules. Par exemple, ici, peut-être qu'il y en a deux cellules qui sont accolées, mais le watershed n'a pas été capable de les discriminer. Ensuite, ce qu'on veut faire la plupart du temps, c'est qu'on veut compter le nombre de cellules. Donc, euh, je vais le faire avec vous sur mon image ici. Donc, je vais faire process binary open pour nettoyer un peu mon image. Puis, je vais faire mon watershed, process binary watershed. Et donc là, oups, il m'a coupé un peu trop les images. Donc, je vais retourner en arrière. Et oui, c'est mon lookup table qui est bon? Process binary open, process binary watershed. Et là, c'est mieux. Il m'a séparé quelques cellules ici.
ici, mais pas toutes. Ensuite, ce qu'on veut, c'est compter le nombre de cellules, et pour ça, on va utiliser le Analyze Particle. Mais avant de faire ça, je vais vous le montrer, l'Analyze Particle demande la taille des objets à détecter, donc entre 0 et l'infini, la circularité des objets à détecter, et puis après, il y a des options pour les résultats qu'on veut obtenir. Euh, pour avoir une idée de la circularité et de la taille des objets, ce qu'on peut faire, c'est en sélectionner un, et puis après, appuyer sur commande et M pour mesurer. Donc on voit que ici, cet objet-là a une surface de 971 pixels. Non, pas pixels, 971 micromètres carrés. Euh, donc on va utiliser cette valeur pour définir notre analyze particle. Notre chose qu'on voudrait savoir, c'est un peu la circularité. Ici, elle a une circularité de 0,86, donc c'est très rond. On va en sélectionner un autre, par exemple celui-là ou celui-là, qui sont moins ronds et regarder un peu les valeurs. Donc, une valeur de 0,5 en circularité pourrait permettre de détecter toutes les cellules. Et euh, une taille entre 200 et 1400 me permettrait de détecter à peu près toutes les cellules. Donc, on va faire ça. Analyze particle. Ici, je vais mettre 200 pixels square, 1400 pixels square. Et ici, je vais mettre une valeur de 0,5 circularité. Je vais mettre afficher le overlay et ajouter les résultats au manager. Si je fais ça, save. Ah, c'est bizarre ça. Oh, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Ah, bah, c'est pas féminin. Non. Analyze particle. Ah, ok. Voilà, ça a fonctionné. Donc, il a détecté 174 cellules, puis il les a numérotées dans un overlay. Puis il a aussi ajouté à quelque chose de très utile qui s'appelle le ROI Manager, qui en fait permet de définir des zones d'intérêt sur l'image. Quand on clique sur la zone d'intérêt, ça va la sélectionner sur l'image. Donc, je vais réouvrir mon image initiale qui s'appelle DAPI 1. Puis, on va aller vérifier que le ROI Manager détecte les bonnes cellules. Donc, ici, la première cellule a été détectée ici, ainsi de suite. Donc, on pourrait aller sur chaque cellule et mesurer, en fait, la quantité de fluorescence sur chaque cellule, si ça nous intéresse. On verrait qu'il y aurait une distribution. Elles ne sont pas toutes fluorescentes de la même façon. Il y a celles qui sont très fortes, celles qui sont moyennes, celles qui sont faiblement fluorescentes. Donc, on trouve une 174 cellules Euh, à peu près parce que si vous utilisez des paramètres de détection différents, vous allez avoir des valeurs différentes. Maintenant, je vais vous montrer une image qui est plus proche de la réalité, qui s'appelle DAPI-Stack, et on va essayer de faire du thresholding là-dessus. Donc, DAPI-Stack est ici. Ça, c'est une vraie image que j'ai prise d'un article scientifique, donc des vraies expériences. Puis si j'essaie d'appliquer un thresholding dessus, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez que le triangle donne pas forcément des bons résultats. On n'arrive pas à discriminer les cellules. Je pourrais le faire manuellement, mais si je le fais trop, ben, je vais perdre des cellules qui sont faiblement fluorescentes. Donc, c'est vraiment pas très adapté ici à ce genre de graphique. Donc, on voit la limite ici du thresholding, de la segmentation par intensité, qui est pas forcément applicable à toutes les images. Euh, et quand vous avez surtout des images hétérogènes comme ça peut être très compliqué. Donc, il nous faut une autre méthode. Et ça, cette méthode-là s'appelle la segmentation par classification de pixels. Alors, comment ça fonctionne? Euh, En fait, ça va utiliser de nombreuses variables qui sont associées aux pixels pour classer ces pixels dans des catégories. L'utilisateur, moi en l'occurrence, va initier la classification. Je vais donner à l'ordinateur les premières informations pour classer mes pixels comme je le désire. Et l'ordinateur va propager cette classification à l'ensemble des pixels de façon non biaisée. Donc, pour montrer que les pixels ne sont pas indépendants les uns des autres, on voit que le pixel 48 est entouré d'autres pixels qui ont une valeur proche de 48.
C'est vrai dans ce cas-là, mais ça peut être vrai à plus grande échelle. Un groupe de pixels peut être entouré en fait d'un halo noir. Et dans ce cas-là, ben, il y aurait une classification de pixels où ce pixel serait relié en fait à des valeurs plus sombres d'un côté et plus claires de l'autre. Donc, ce pixel est à la jonction en fait entre un côté plus sombre et un côté plus clair de l'image. Donc, je vais faire des démonstrations. La première démonstration, ça va être utiliser le logiciel qui s'appelle DeepCell, qui est disponible en ligne. Le deuxième, ça sera le plugin pour Fiji qui s'appelle Trainable Wake Up Segmentation. Puis après, je vais montrer un peu de démonstration élastique qui utilise soit des pixels de la classification de pixels, soit des réseaux neuronaux pour faire sa classification. QPath, en fonction du temps, je ferai une petite démonstration. Cellpose, j'ai pas été, ça fonctionne sous Python et ça nécessite un peu de programmation, mais surtout, j'ai pas été capable de le faire fonctionner sur ma machine, donc je ne ferai pas de démonstration aujourd'hui. Si vous êtes capable ou si vous utilisez Cellpose, qui a l'air d'être un outil très agréable et très fonctionnel, n'hésitez pas à m'en faire partie. Donc maintenant, les démonstrations. On va aller d'abord sur DeepCell. DeepCell, c'est un site en ligne qui utilise différents algorithmes pour segmenter ces images. Donc, on va prendre une image DeepCell ici, on va la mettre là. Puis après, on va lui dire qu'on veut segmenter notre image et qu'on a juste du X et Y. Puis on va cliquer Submit. On va attendre que ça se propage. Donc, ils ont une API si on a plusieurs images à envoyer. On peut programmer ça. Ils ont aussi des plugins que j'ai pas réussi à faire fonctionner, mais qui existent. Euh, et notamment des plugins pour Fiji et Imager. Donc, ils processent l'information, puis on va regarder. On peut télécharger les résultats, mais on peut aussi les regarder en ligne. Donc, ça, c'est les résultats de la segmentation d'images. Vous voyez qu'il a fait un travail qui est appréciable, mais il n'a pas séparé certaines images. On peut modifier cet algorithme en faisant du watershed, en disant ici, c'est une image, et ici, c'est une autre cellule, puis il va commencer par les séparer. Donc, on peut modifier son image. Euh, on peut voir que ça fait un travail qui est assez correct dans ce cas-là. On peut prendre des images plus compliquées et refaire la chose, mais DeepCell est un peu nébuleux dans son fonctionnement et puis dans l'obtention des résultats. Donc, je vais focaliser sur une autre démonstration qui s'appelle Trainable Weka. On va fermer tout ça. Et on va aller dans la démonstration de Trainable Weka. On va prendre cette image d'API 1, puis on va ouvrir Plugin, Segmentation, Trainable Weka Segmentation. Quand on fait ça, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et en fait, on va entraîner le modèle. Pour l'entraîner, on va lui dire ici, c'est des pixels qui sont négatifs. Donc, je vais ajouter ces pixels-là au background. Ici, ce sont des pixels qui sont positifs. Donc, je vais les mettre là-dedans. Puis après, je vais lui dire, entraîne-toi. Essaye de propager ça à l'image. Puis là, on a commencé à avoir une bonne segmentation, mais c'est pas parfait. Donc, on va raffiner le modèle en disant, OK, ici, en fait, tu t'es trompé. Tu pensais que c'était des cellules. Tu les as mis en vert, mais en fait, c'est du background. Je l'ajoute et je retrain mon classifier. Et donc là, je commence à avoir des bons résultats où les cellules sont bien séparées. Puis là, je me rends compte que j'ai des faucilles sur mes cellules. Vous voyez, il y a des faucilles ici et qui sont plus clairs, plus forts. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler faucille. Puis là, je vais dessiner dedans. Je vais dire, ça, c'est mon faucille. Puis je l'entraîne encore. Puis vous voyez qu'il a détecté automatiquement les deux faucilles, il a détecté les cellules. Donc là, on a un modèle qui est plutôt robuste et qui fonctionne bien pour la détection. Euh, je vais le sauvegarder. Save classifier. On va sauver son nom particulier. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est appliquer ce classifier, ce classement, à d'autres images. Donc, je vais faire apply classifier à l'image 2, par exemple. Et on va créer une carte des probabilités.
Donc maintenant, on a l'image originale ici. Et l'image des probabilités, en fait, il a fait trois images où les probabilités sont affichées en blanc quand c'est très fort et en noir quand c'est très faible. Et il a fait ça pour chaque classe. Donc ça, c'est la classe background, ça, c'est la classe noyau, et ça, c'est la classe faucille. Donc vous voyez qu'il a détecté les faucilles ici, 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 ici. C'est les endroits où c'est plus intense. Donc il a quand même pas mal fait son travail. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette carte de probabilité pour faire un thresholding. Ça va être beaucoup plus simple à appliquer parce on a une carte de probabilité, donc ça varie entre 0 et 1. C'est beaucoup plus facile à segmenter que l'image originale. Le modèle qu'on utilise ici, on peut aller dans les settings et vous voyez qu'il utilise un Gaussian blur, il utilise ces paramètres-là pour entraîner le modèle, mais on peut lui dire de prendre plus d'informations, en fait, la variance entre les pixels, la médiane, et des choses qui sont un peu plus, le kuwara, euh, qui sont un peu plus exotiques, pour entraîner le modèle. Et si on fait train classifier, on va avoir des résultats qui sont un peu plus différents. Et puis surtout, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on a plus de variables par pixel pour entraîner notre modèle. Donc, ça améliore pas grandement les résultats, en tout cas pas de façon significative, en ajoutant des variables. Par contre, ça augmente le temps de calcul. Donc ça, c'est une méthode qui est basée sur la classification de pixels, qui est très facile à utiliser et qui permet de segmenter vos images basées sur plus que les variables d'intensité. Donc voilà pour la démonstration de Trainable Weka. J'espère que ça vous plaît. La démonstration suivante, ça va être avec un logiciel qui s'appelle Elastic, qui est très très puissant. Donc on va faire la même chose, la classification de pixels, puis après on va utiliser des réseaux neuronaux pour classifier nos images. Donc je retourne ici, puis on va pas utiliser ImageG pour une fois. On va utiliser le logiciel qui s'appelle Elastic, qui existe pour Mac et pour PC. Il suffit de le télécharger. Puis on va fonctionner avec les mêmes images. On va ouvrir un projet de pixel classification qu'on va appeler My Project. On va prendre les images qu'on veut modifier ou classifier ou segmenter. On les rajoute au projet. Ça, c'est notre image. On va lui dire quelles caractéristiques on veut sélectionner, sur lesquelles on veut utiliser. En l'occurrence, avec un ordinateur assez puissant, on peut prendre toutes les caractéristiques sans problème. Ça va assez vite. Puis après, on va entraîner le modèle. Donc, on va appuyer sur Training et on va dire que ça, c'est le label 1, c'est le fond. Ça, c'est mes cellules. Puis, je vais ajouter un label encore pour les fossiles. Puis, je vais lui dire que ça, c'est mon fossile. Voilà. Puis après, je vais faire un live update. Puis il va m'afficher la carte des probabilités pour cette image-là. Et donc, on va voir si la segmentation est bonne. La segmentation est bonne, mais vous voyez, il voit un fossile ici alors qu'il n'y en a pas. Je vais peut-être le corriger. Je vais lui dire que ici, c'est pas un fossile. Puis là, il corrige un peu la chose. Puis là, je vais lui dire aussi que ici, c'est du fond. C'est pas une cellule entre les deux. Et là, on va regarder le résultat. Puis là, on a une bonne segmentation. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est appliquer cette segmentation aux autres images. Ben, il suffit juste de les sélectionner, puis de cliquer sur le label Preview, puis d'afficher les cartes de segmentation. Donc ça, c'est les noyaux, ça, c'est les fossiles. Donc ça marche assez bien. Puis on peut exporter en fait les images segmentées euh, donc là, on peut sélectionner en TIFF par exemple, parce que c'est notre méthode par défaut. Oups, pardon. TIFF, c'est ici. Et OK, puis après, Export All, qui va sauvegarder la carte des probabilités pour chaque image dans le dossier initial. Donc ça fonctionne quand même très bien, Elastic, pour la classification de pixels. Maintenant, j'aimerais vous montrer
les réseaux neuronaux et en quoi c'est différent de la classification de pixels. Donc on va fermer ça et on va réouvrir Elastic. Et cette fois-ci, on va aller sur des réseaux neuronaux. Donc on va cliquer Network Classification en mode local. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser sur des serveurs. On va créer un nouveau projet. Et de façon similaire, on va ajouter nos images d'API 1, d'API 2, d'API 3, d'API 4. Et la différence ici, c'est qu'on va aller chercher un modèle neuronal, un modèle qui a déjà été entraîné sur d'autres cellules. Donc, on va aller sur Download Model. Ça va nous ouvrir cette page-là. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de la segmentation de noyaux. Mais vous voyez, il y a plein de choses. Par exemple, il y a des choses qui sont en rapport avec les cellules en forme d'étoile. Ça, c'est des cellules qui ressemblent à des neurones. Ça, c'est des cellules de pancréas. Donc, on peut télécharger le modèle qui nous convient. Nous, dans notre cas, c'est la segmentation de noyaux. On n'a pas besoin de vraiment de télécharger le modèle. On peut juste cliquer sur le nom du modèle qui s'appelle Affable Chart et le mettre directement dans Elastic, comme ça. Puis après, cliquer sur Application du modèle. Donc, il va télécharger le modèle. Ça va prendre un petit peu de temps parce que je ne comprends pas pourquoi il me télécharge alors que je l'avais déjà téléchargé. Mais donc, il va le télécharger puis appliquer le modèle. La différence ici, c'est on n'entraîne pas nous-mêmes les pixels. On lui dit pas de façon anticipée tel pixel correspond à telle catégorie. On le laisse. En fait, il a étudié plusieurs dizaines ou centaines d'images et le modèle a été fabriqué. Et on va l'appliquer directement tel quel sur l'image. J'ai obtenu de très bons résultats avec ça, même avec des cellules qui étaient très difficiles. Donc, j'ai l'impression que c'est mieux que la classification de pixels en tant que telle. Et on obtient une image segmentée euh, qu'on peut raffiner par la suite si nécessaire. Donc, on va laisser la chose se produire. Ah, bah, vraiment aujourd'hui, vraiment pas de chance, il y a absolument rien qui marche. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne très bien à la maison, puis ça fonctionne plus. Alors, question de Kevin. Kevin Poirot? Kevin Poirot, tu commences à être connu dans l'atelier de microscopie. Ne Ah, faut-il pas que les images soient toutes processées de la même manière que celles sur lesquelles le modèle a été entraîné? oui, si le modèle a été entraîné sur des images qui sont effectivement pré-processées, mais dans l'occurrence, la majorité des images sont sans traitement, et c'est ça qui fait une grosse valeur ajoutée en fait au système neuronal. Alors, on va essayer d'afficher les prédictions. On va cliquer sur Live Prediction. Bon, ça fait un travail qui est pas si pire sur l'image numéro 3. On va voir ce que ça donne sur l'image numéro 4. Donc là, vous voyez bien que ça identifie les cellules qui sont bien séparées. Quand elles sont trop clusterisées, c'est plus difficile. Mais ça fait quand même un travail qui coûte pas grand-chose à part du temps de calcul. Donc là, vous avez aucun input, vous n'êtes pas du tout biaisé. Ça dépend forcément du modèle que vous utilisez, mais j'aime beaucoup Elastic et le Neural Network. Pour revenir à la présentation, donc la classification de pixels, les réseaux neuronaux, QPath que je pourrais montrer fonctionne un peu de la même façon que la classification de pixels pour Elastic et que pour Tunable Weka. C'est plus un logiciel qui est fait pour des pathologistes, mais il devient de plus en plus populaire. Il ressemble à ça. Je vais l'ouvrir. Ça c'est moi. Ça c'est encore moi.
Donc, on va fermer Elastic derrière. Et on va faire la démonstration sur ClickUp. Comme ça, vous pouvez l'utiliser si vous voulez aussi. Donc, on va prendre notre image d'API. On va la mettre ici. On va lui dire que c'est de la fluorescence. Puis, vous voyez, il y a un côté, un onglet annotation. Et en fait, il suffit de cliquer sur la notation qui correspond, de dessiner une zone d'intérêt et de dire, voilà, ici, c'est ma zone d'intérêt, annotation, cette classification ignore. Et là, je vais sélectionner une cellule. Je vais dire, voilà, ça, c'est ma cellule positive. Et ça, on va dire que ça, on va dire que c'est des pixels qui appartiennent à une tumeur. Donc, on a défini nos zones d'intérêt. Il y a écrit un à côté de la notation partout ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va enlever ça. Analyze, classify pixel classification, train pixel classifier, live prediction, et il nous montre les résultats ici. Donc, la tumeur et sont pas trop détectés ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels que j'ai intégrés. Je pourrais en intégrer un peu plus en faisant une surface ici. Euh, voilà. Puis normalement, il devrait nous montrer sa prédiction maintenant. Voilà. Pour une raison que j'ignore, il détecte pas super bien la tumeur. Mais, en tout cas, il détecte bien les noyaux. Donc, c'est une autre méthode. Ce qui est bien avec QPAF, c'est que c'est facile à naviguer. Ça va très vite, même pour les grosses images. Donc, ça, c'est assez pratique. Euh, voilà pour la démonstration. On peut s'arrêter là. Il y a une partie sur l'automatisation, mais je ne sais pas si vous êtes suffisamment en forme pour en discuter. Je vais juste parler, j'ai encore deux slides, une sur la conclusion et une sur l'extraction des données. En fait, une fois qu'on a défini des régions d'intérêt dans une image, on peut aller chercher les données, euh, les valeurs numériques de cette image. Alors, l'intensité, c'est une valeur à laquelle on pense, mais on peut l'intensité moyenne, mais on peut aussi prendre l'intensité maximale si on cherche des fossiles, euh, ou le minimum d'intensité si on cherche les endroits où la protéine n'est pas exprimée, par exemple. Et en fait, la liste des variables sont disponibles est disponible dans ce site menu analyse de chez du logiciel Imager. Euh, Chaque région d'intérêt elle-même est une va est peut-être composée de différentes variables comme la surface que l'on a déterminée, le périmètre, le centre pondéré, la circularité, etc. Moi, par défaut, ce que je fais, c'est que je récupère toutes les données numériques possibles de l'image et après, je vais les analyser de façon non biaisée derrière et je vais chercher les choses qui sont différentes entre mon contrôle et mon, et mon test. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça, on va fermer ici. On va ouvrir Blobs. Ou on va ouvrir d'API. On va ouvrir d'API. On va faire une segmentation avec le triangle. Non, défaut. Défaut, c'est bien. Apply. Puis maintenant, j'ai mes régions d'intérêt à détecter. Donc, j'ai transformé mon image en binaire. Je vais faire Analyze Particle. Avant ça, je vais mesurer quelle est la taille et la circularité de, donc la taille, c'est 111 et la circularité, c'est 96. Donc, je vais faire Analyze Particle entre, on va dire, on va se donner 50 et 250 et une circularité entre 0,7 et 1. Et on va faire afficher les outlines. Donc, il a compté 101 cellules ici. Oui, parce qu'elle était sélectionnée. Il a calculé uniquement dans la sélection. On va refaire ça. Analyze, Analyze Particle.
OK. Donc, il a compté 37 cellules. Il nous montre où est-ce qu'elles ont été détectées. Puis, il les a ajoutées au ROI Manager. Puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui, dans le menu Analyze, on va cliquer Set Measurement. Et vous voyez, par défaut, tout est sélectionné. Donc, on va garder l'ensemble sélectionné et on va aller mesurer pour chaque cellule sur l'image originale. Pour chaque cellule, on va mesurer les valeurs. On va fermer le résultat. On va faire une mesure. Voilà, donc pour le point numéro un de cette image, on a toutes les valeurs d'intensité, de surface, de circularité, etc. On aura juste à répéter ça pour l'ensemble des choses. Il y a quelque chose qui s'appelle multimesure, je crois. Pardon, multimesure, open result. Donc je sélectionne tous les résultats. Mon ordinateur le permet. Bon, normalement, il devrait sélectionner chaque point et faire la mesure, mais on va essayer. Ah oui, je cherchais plus compliqué que... Donc, il a mesuré pour chaque région d'intérêt des valeurs d'intensité et on peut plotter ça dans un autre logiciel, sauvegarder ça en fichier texte ou CSV, par exemple, et regarder ça dans un autre logiciel. On pourrait regarder pour s'amuser la distribution des intensités ou la distribution des aires. On va faire ça, save as, résultat.txt. Puis après, on va ouvrir notre logiciel Prism. On va ouvrir Excel. On va juste regarder la distribution en fait des tailles de cellules. On devrait voir une distribution gaussienne. Voilà. On va ouvrir le résultat dans Excel. Ce qui nous intéresse, c'est cette colonne-là où on peut regarder les intensités, la moyenne des intensités. Oups, la moyenne des intensités dans notre logiciel Prism. Et on va faire Analyze, Distribution, hum, Frequency Distribution. OK. Là, on va regarder notre graphe et on veut le plotter comme ça. Donc, on voit qu'on a une distribution bimodale avec des points qui sont très brillants ici et des points qui sont moins brillants, qui sont moitié moins brillants. Sans doute des cellules qui sont en train on voit que c'est le double au niveau brillance. Donc, c'est sans doute les fossiles qu'on a détectés. Voilà. Et donc, on pourrait faire après des analyses statistiques en comparant ce graphe avec un autre. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Les conclusions, c'est que le traitement d'image se fait en trois étapes, le pré-traitement, la segmentation et l'extraction. Le pré-traitement, ça, c'est fait pour faciliter la segmentation, mais aussi pour améliorer le rendu des images. La segmentation, ça définit des régions d'intérêt dans l'image. Et on a vu la segmentation par l'unité d'intensité, par classification de pixels et par réseaux neuronaux. Finalement, l'extraction des données, c'est vraiment récupérer les données numériques de l'image pour pouvoir les analyser par la suite. J'ai mis des ressources dans la présentation, donc Imager Fiji avec les liens pour télécharger les logiciels. Il y a aussi d'autres logiciels comme le Trainable Weka, Elastic, QuPath, Cellpose. J'ai pas parlé de Napari, qui est un très bon logiciel de visualisation de données, et Cellprofiler qui permet de créer des pipelines d'analyse. Donc, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est très puissant. Il y a des très bons exemples. Des autres ressources, notamment des ressources de formation. Donc, il y a une chaîne YouTube. Il y a aussi les cours sur iBiology ou sur Global Bioimaging. Il y a de très bons cours. Euh, il y a des bases de données d'images aussi si vous avez besoin de cellules d'images. Et ça peut se télécharger ici. Puis après, j'ai mis d'autres ressources.
Voilà, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, microscopie_Montréal, où on va poster des images de belles cellules. Et vous pouvez toujours nous contacter à microscopie à commercial cib.umontréal.ca. Moi, j'étais ravi de vous présenter ça aujourd'hui.